Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, tout protocole respecté, Madame le ministre de l'Économie numérique et de la transformation digitale, me charge de vous souhaiter la cordiale bienvenue. Je n'ai pas oublié les représentants des institutions partenaires internationales et nationales, Mesdames et Messieurs les responsables des services techniques de l'administration publique, et vous tous, chers autres invités qui avez répondu à cet appel de l'innovation. Nous allons ensemble découvrir aujourd'hui un outil structurant, évolutif et innovant, le géoportail de la République togolaise. Madame le ministre de l'Économie numérique et de la transformation digitale, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers directeurs généraux des différentes institutions publiques, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel de la plateforme Géoportail. Pour vous donner un peu de contexte, cette plateforme est la résultante du projet de recensement des infrastructures sociales et économiques, dont la première phase a été exécutée entre 2021 et 2023, et dont la seconde phase, axée sur la mise à jour des données, est en cours. Ce portail regroupe près de 800 types de données sur près de 1,2 million d'actifs distribués sur toute l'étendue du territoire, dans une quinzaine de secteurs prioritaires et qui peuvent être visualisés sur une carte. Mais bien au-delà des fonctionnalités de l'outil, du contexte dans lequel il a été développé, les différentes interventions que vous aurez à suivre s'efforceront de vous présenter dans des mots simples, concis et clairs comment est-ce que la combinaison de plusieurs données sectorielles peut éclairer les prises de décision, que cela soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et c'est bien là l'un des avantages du géoportail. En effet, à la différence des bases de données et cartes déjà disponibles dans quelques ministères, ce géoportail permet de mettre ensemble plusieurs sources de données sectorielles, permettant ainsi aux décideurs et à leur équipe de mieux affiner leur analyse afin d'orienter les actions publiques en ce qui concerne les acteurs du secteur public, ou de mieux orienter les actions commerciales en ce qui concerne les acteurs du secteur privé ou même de la recherche. Dans les différentes interventions et sur les posters qui sont exposés à l'entrée de la salle, vous découvrez par exemple comment quelques jeunes étudiants qui travaillent actuellement au Data Lab du ministère ont utilisé cette donnée couplée aux enquêtes sur les conditions de vie économique des ménages pour déterminer avec une précision de près de 99,3% les ménages susceptibles de souscrire à la fibre optique et que les opérateurs n'adressent pas à date. Vous découvrez aussi des prémices pour un aménagement numérique du territoire, pour une meilleure couverture des infrastructures de santé, des infrastructures éducatives ou même une meilleure distribution du réseau électrique ou du fonds Tinga. Cette plateforme met aussi à la disposition des chercheurs, des entrepreneurs, des sources de données pouvant leur permettre de mieux saisir des poches d'opportunités. Cet outil ainsi que les données collectées devront cependant être maintenues, alimentées, mises à jour pour capturer son plein potentiel et pour servir de socle pour une gouvernance axée sur la donnée. En vous remerciant. Messieurs les ministres et très chers collègues, Monsieur l'ambassadeur de l'UE au Togo, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est une très grande fierté pour nous que de présenter aujourd'hui le géoportail national. Et concrètement, ce géoportail permet et va permettre à tout citoyen
institutions, entreprises ou partenaires d'accéder librement à des cartes précises et actualisées de notre territoire en affichant toutes les infrastructures publiques, les réseaux routiers, les équipements de santé, d'éducation, les ressources naturelles, toute autre information, en fait, sera disponible et est disponible sur ce géoportail. Et ce géoportail est accompagné de la plateforme Géodata que nous avons lancée en décembre dernier et qui met à la disposition du public, des institutions, des entreprises, des jeux de données téléchargeables pour vos besoins, pour les besoins divers et variés. Et c'est des jeux de données de plus d'une vingtaine de ministères, je crois qu'il y a 23 ministères et 550 unités administratives. Donc on parle d'un exercice colossal. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que la donnée, et en particulier la donnée géographique, est aujourd'hui un levier de gouvernance, de transparence et de performance publique. Et ces plateformes répondent à un défi structurel important, c'est répondre à la faible disponibilité de données fiables et actualisées. Et donc, nous savons que nous avions un problème et nous avons, en tant que gouvernement, voulu résoudre ce problème. Et donc, on a pu travailler avec l'ensemble des ministères pour pouvoir justement avoir cette plateforme. Et au-delà d'avoir l'information, parce que avoir l'information, c'est très bien, mais il faut être en mesure de l'utiliser. Et donc, cette plateforme, elle s'accompagne du travail également du Data Lab, qui est une équipe de jeunes data scientists qui peuvent travailler avec les ministères pour pouvoir analyser les données qui sont disponibles. Entre parenthèses, et que quiconque le souhaite est également en mesure d'effectuer. C'est pour ça que le géoportail existe et que le géodata existe aussi, parce que dès que vous avez besoin de l'information, vous pouvez télécharger l'information rapidement et puis faire les analyses idoines. Donc, ces deux plateformes offrent au moins 3 avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'elles facilitent la planification et la coordination des politiques publiques en permettant de localiser précisément les besoins, les infrastructures existantes et les zones mal desservies. Le second avantage majeur, c'est que les deux plateformes permettent de renforcer la transparence en mettant l'information au service de la redevabilité et du contrôle citoyen et de la participation démocratique, parce que maintenant, avec l'accès aux cartes et à la fois au niveau national et au niveau local, eh bien, le citoyen peut comprendre mieux ce qui se passe et aussi comprendre où se trouvent, encore une fois, quelles infrastructures, comment améliorer les choses. Et donc, c'est très important parce que dans la procédure de collecte des données, il y a 2 manières de collecter des données en termes d'infrastructure. Il y a ce qu'on appelle le top-down, où l'administration va pouvoir renseigner la plateforme, mais il y a aussi le bottom-up. Rien n'empêche, et c'est vraiment, nous encourageons les citoyens à aller regarder, même au niveau de leur commune, du canton, et de donner du feedback, de dire voilà, telle infrastructure est manquante, etc. Et tout de suite, avec une carte objective, on a vraiment une meilleure vue de ce qui se passe. Le troisième avantage de cette plateforme, de ces 2 plateformes, c'est de stimuler l'innovation. En fait, en ouvrant ces données essentielles à l'écosystème
notamment numériques, aux chercheurs, aux entreprises et aux partenaires techniques, eh bien, ce que nous espérons, c'est que les entreprises qui ont besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans telle zone, etc., bien, vont avoir accès à des données, vont pouvoir développer des nouveaux business ou améliorer leur chiffre d'affaires. Donc, on a aussi ça à l'esprit. L'autre grand bénéficiaire, il nous semble, c'est vraiment les chercheurs, les étudiants, parce que maintenant, vous avez une carte. Donc, les doctorants, les étudiants en master qui veulent faire comprendre mieux certaines zones, etc., peuvent utiliser ces outils et c'est ce que nous espérons. Donc, ce projet a mobilisé un travail de fond, en fait. Il y a, comme le disait la directrice générale de l'agence Togo Digital, il y a plus de 1,2 million d'actifs qui ont été recensés. Donc, c'est quelque chose qui est colossal. 75 000 kilomètres de réseaux cartographiés et un effort coordonné entre 23 ministères et 550 collectivités. C'est vous dire l'ampleur de ce qui a été réalisé. C'est une première, en fait, parce que vous avez beaucoup de pays, ou certains pays, pas forcément beaucoup de pays, mais vous avez des pays qui ont des géoportails. Donc, lorsqu'on dit on a un géoportail, c'est une première. C'est pas, nous ne sommes pas le premier pays à avoir un géoportail. En revanche, nous sommes le premier pays à avoir systématisé cet exercice, à avoir décidé, sous l'impulsion du chef de l'État, de dire attention, on va déployer dans toutes les communes, dans tous les cantons, dans toutes les localités, des personnes qui vont aller recenser, compter le nombre de lampadaires, identifier les pistes rurales, les routes, rentrer dans les écoles, voir pour une école le nombre de salles de classe, compter à l'intérieur de l'école le nombre d'élèves, voyez, aller dans les hôpitaux, compter le nombre de lits, géolocaliser, géoréférencer tout ça et le faire de façon systématique sur tout le territoire, eh bien, je pense, et je peux me tromper, mais je ne pense pas me tromper, que nous sommes le seul pays à avoir fait cet exercice-là au niveau national de cette manière systématique. La transition numérique ne peut avoir du sens que lorsque les mutations qu'elle occasionne bénéficient aux populations. Nous allons donc voir à travers ce qui nous sera présenté tout à l'heure, les cas d'usage et autres, en quoi ce géoportail bénéficie aux populations togolaises, aux entreprises, aux start-up, aux citoyens, aux étudiants, aux instituts de formation. Je vais donc inviter ici les techniciens de la chose, un data scientist senior de l'agence Togo Digital ou du Data Lab qui va nous faire une première présentation de cette plateforme. Mesdames, Messieurs les ministres, chers invités, encore une fois, bienvenue à ce lancement de la plateforme officielle du Géoportail. Avant toute chose, il faudrait préciser que ce Géoportail n'est que l'aboutissement d'un projet qui a été mené conjointement. Donc, il s'agit de 3 ministères qui ont œuvré ensemble pour pouvoir mettre en place ce Géoportail. Il s'agit bien évidemment du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, du ministère délégué pour le développement des territoires et également le ministère de la planification, du développement et de la coopération. Donc, ce projet qui s'est déroulé, comme la ministre l'a si bien précisé, de 2021 à 2023, a aussi connu la collaboration de pas moins de 23 ministères. Donc, c'est aussi quelque chose à souligner. Et on a au total plus d'1 million d'infrastructures qui ont été recensées dans le cadre de ce projet-là. Donc, le Géoportail, au final, n'est que l'aboutissement de tout ce processus
qui a été menée conjointement avec tous ces ministères. Alors, pourquoi un géoportail? On peut se demander cette question qui est tout à fait légitime. Alors, la réponse est que le géoportail nous donne l'information du où. Lorsque nous sommes dans un processus de construction, de réalisation, il y a toujours la question de se demander est-ce que c'est pertinent de faire cette implantation à cet endroit ou à un autre? Et c'est là que ce géoportail vient répondre à cette question pour apporter cette précision-là. Alors, donc, il faut aussi préciser que ça a été un projet qui a créé de l'emploi. Donc, il y a plus de 700 emplois qui ont été créés en 2021, dont 620 enquêteurs et 6 métiers qualifiés. Pour donner un peu plus de contexte sur le projet PRISE. Alors, au final, quelles sont les infrastructures dont on parle? Donc, on a près de 150 types d'infrastructures qui sont répertoriées, catégorisées dans 15 thématiques, dont certains qui sont assez névralgiques. On va parler des secteurs de l'énergie, les secteurs des transports, de la santé, des télécommunications. Donc, pour avoir une ordre d'idée en termes de quantité, on est à près de 1 250 000 actifs et 75 913 km de réseaux téléphoniques, d'énergie et de routes. Donc, il est aussi important de préciser que lorsqu'on parle, en fait, de recensement d'infrastructures, on n'est pas que sur le bâti. Donc, il s'agit, en l'occurrence, de recenser l'infrastructure et tout l'écosystème qui est autour de l'infrastructure. Donc, en l'occurrence, lorsque vous voyez la cartographie sur la slide, c'est un hôpital. Donc, il ne s'agit pas que de recenser le bâti, mais également tout l'écosystème, à savoir le personnel, les équipements, les bâtiments, mais aussi les véhicules. Donc, c'est tout cet écosystème-là qui est recensé et qu'on retrouve dans les bases de données qui servent à mettre en place notre géoportail. Alors, concrètement, qu'est-ce qui est recensé? Donc là, on a 3 domaines différents. Donc là, sur cette image, ce sont les infrastructures du domaine de l'énergie. Donc, on a la cartographie des lignes, des transformateurs, des poteaux de basse tension pour vous montrer le niveau de détail qu'on est allé chercher dans le cadre de ce projet-là. Au milieu, vous avez une cartographie des écoles. Donc là, ce que vous pouvez voir, ce sont les bâtiments, mais également tout ce qui est point d'eau, salle sanitaire. Pour finir, on a la cartographie des coopératives agricoles. Donc, il ne s'agit pas que d'aller chercher l'information sur l'infrastructure, comme on le dit souvent, on a plus l'image du bâti, mais c'est tout l'écosystème, comme je l'ai dit précédemment, qui est effectivement recensé dans le cadre de ce projet-là. Alors finalement, après toute cette phase de récolte, de traitement et d'enrichissement de la donnée, au final, on a le géoportail. Alors, il faudrait bien préciser, comme Madame la ministre l'a si bien dit, on a 2 plateformes. Donc, on a le géoportail qui est une plateforme destinée aux administrations où ces dernières peuvent aller et accéder à un certain nombre d'informations et d'analyses. Et à côté, on a le Géodata qui est la plateforme qui est ouverte à tout citoyen togolais qui est en recherche d'informations, qui peut se rendre sur cette plateforme-là pour non seulement visualiser de la donnée, mais également les télécharger et avoir un tableau de bord qui directement donne des indicateurs clés qui sont très pertinents dans tous les processus de prise de décision. Le géoportail n'est pas un miroir qui reflète l'état de notre pays en matière d'infrastructure, mais c'est une boussole qui doit nous permettre de mieux orienter nos actions et de prendre des décisions qui auront de l'impact. Merci. Le géoportail est la plateforme des données géospatiales de la République du Togo. Il est constitué d'une plateforme dédiée à l'administration et d'une plateforme pour le grand public. Ceux-ci sont constitués d'une carte, d'une base de données, d'un dashboard et plus de 800 couches et indicateurs.
La donnée peut être visualisée directement sur la carte avec une précision géographique. Il suffit de cliquer sur l'icône « Carte », puis sélectionner une région ainsi qu'une préfecture. Ensuite, après avoir délimité la zone, une couche peut être sélectionnée. Une couche densité de population peut également y être ajoutée. Les données sont téléchargeables et réutilisables sur d'autres logiciels tels que QGIS. Cette plateforme permettra aux administrations de travailler sur des données actualisées et paramétrables, entraînant ainsi une meilleure prise de décision pour les projets de la République togolaise. Par ailleurs, cet accès aux données est sécurisé et protégé. La plateforme interne est administrée de manière sécurisée et collective par les administrations togolaises. Des accès peuvent y être créés pour des utilisateurs en fonction des besoins. Ces utilisateurs accèdent aux données qui leur sont dédiées selon les groupes. Enfin, la plateforme ouverte au grand public demeure paramétrable en fonction du niveau de partage que souhaite la République togolaise. Toutes les informations se trouvent sur geoportail.gouv.tg. Alors, les cas d'usage sont multiples. L'univers des possibles est infini et l'application de l'intelligence artificielle sur ces données ouvrira, de nouvelles avenues pour une gouvernance augmentée. Vous pouvez voir un échantillon succinct des différents cas d'usage qui sont possibles avec le géoportail, par exemple permettre un accès universel, identifier des opportunités. Actuellement, nous travaillons sur 30 cas d'usage qui sont en production. Les posters que vous avez vus à l'extérieur sont un échantillon de ces 30 cas d'usage et les tablettes qui ont été distribuées aux autorités comportent des dashboards numériques qui illustrent également ces cas d'usage. Et donc, nous touchons aujourd'hui 5 secteurs, comme vous pouvez le voir, santé, éducation, numérique, énergie et agriculture. Je vais maintenant laisser la parole au sectoriel, le secteur de l'énergie, donc pour présenter un échantillon de cas d'usage. Très bien, merci beaucoup. Le premier cas d'usage que nous avons l'honneur de vous présenter est relatif à l'accès universel à l'électricité. Il consiste en une utilisation des données du géoportail pour répondre à un besoin de planification. Planification en vue d'électrifier un nombre de ménages qui s'évaluait à 1,3 million en 2018, suivant la stratégie d'électrification du Togo. Donc 1,3 million de ménages à électrifier en 2018. Si nous nous référons toujours à ce même document stratégique, la technique d'électrification qui couvre la plus grande partie de notre cible, de 1,3 million, consiste à raccorder les ménages sur le réseau interconnecté de la CET, de la Compagnie Énergie Électrique du Togo. Et aujourd'hui, cet accès est facilité par l'État à travers la mise en œuvre du programme de préfinancement du coût de branchement, qui au passage est d'environ 75 000 francs CFA, via le fonds Tinga. C'est un programme qui vise donc à soutenir les ménages les plus vulnérables. Très bien. Sur cette diapositive, nous allons voir comment la plateforme permet de faire des analyses des différentes options d'électrification et des besoins en investissement selon les cas. Donc ici, nous avons un aperçu d'un tableau de bord qui présente à gauche la cartographie du réseau de distribution interconnecté de la CET avec des zones tampons qui regroupent certaines catégories de ménages à électrifier. Et à droite, nous avons les résultats de l'analyse qui est faite de ces données géospatiales à l'échelle nationale. Donc, pour revenir sur la carte, nous pouvons observer des traces de couleur rouge qui représentent une emprise de 60 mètres de part et d'autre du réseau de distribution basse tension de la CET. Et à l'intérieur de cette emprise, tous les ménages peuvent être immédiatement raccordés au réseau existant, c'est-à-dire qu'ils sont éligibles donc au programme financé par le fonds Tinga. Et comme on peut le voir sur le diagramme en bâton, couleur rouge,
Le nombre de ces ménages était estimé en fin 2024 à environ 300 000 sur toute l'étendue du territoire. Nous avons une deuxième zone de couleur jaune qui regroupe les ménages localisés dans un intervalle allant de 60 mètres à 1 km du réseau basse tension existant. Et c'est le périmètre géographique dans lequel le secteur de l'énergie doit poursuivre ses efforts de densification du réseau basse tension de la CET, de manière à s'approcher de ces ménages et de permettre leur raccordement au réseau. Donc, en fin 2024, le nombre des ménages qui se trouvent dans ce cas est d'environ 250 000 sur toute l'étendue du territoire. La troisième zone, la zone verte, regroupe les ménages situés entre 1 km et 5 km du réseau. C'est une zone qui requiert des investissements un peu plus importants. On parle d'extension du réseau de distribution. Et cela inclut la construction de lignes moyenne tension, de nouveaux postes de distribution et de nouveaux réseaux basse tension pour permettre enfin le raccordement des ménages au réseau. La dernière zone, c'est la zone grise. C'est celle qui regroupe les ménages situés au-delà de la limite des 5 km. Et c'est la zone dans laquelle nous allons privilégier des solutions d'électrification off-grid, c'est-à-dire décentralisées, soit par kit solaire ou par mini-réseau alimenté par des sources d'énergie telles que le solaire photovoltaïque. Donc, encore une fois, ces résultats sont obtenus à l'échelle nationale. Nous pouvons avoir des rapports spécifiques à des régions en sélectionnant là sur le dashboard la région des plateaux, par exemple, dans laquelle nous pouvons voir que, voilà, donc en sélectionnant une région, nous pouvons obtenir le même histogramme, le même diagramme en bâton qui indique le nombre de ménages éligibles donc, au fonds TINGA, c'est-à-dire au programme de préfinancement des coûts de branchement. Et de la même façon, nous pouvons observer quels sont les ménages qui sont plutôt éligibles à des solutions décentralisées telles que les kits solaires. Donc, ce sont des analyses qui sont faites à des niveaux plus détaillés pour permettre, par exemple, l'extension du programme TINGA à toutes les agences commerciales de la CET. Et donc, en naviguant un peu sur la plateforme, ce sont des résultats que nous pouvons obtenir. Donc, c'est un bref aperçu des nombreuses possibilités qu'offre la plateforme. Nous allons nous arrêter ici pour le premier cas d'usage. Merci beaucoup. Nous voyons donc une application concrète du géoportail et une utilisation directe par le sectoriel. Et c'est bien le leitmotiv donc, de cette plateforme à la disposition de l'administration. Je vais maintenant inviter le secteur de l'éducation à présenter son cas d'usage assez brièvement. Merci. Dans notre domaine qui est l'éducation, nous aborderons le cas d'usage de l'amélioration dans les écoles du Togo de l'accès à l'eau potable. L'accès à une source d'eau potable est une condition essentielle pour un environnement d'apprentissage sûr et sain. Pour pouvoir apporter une approche de solution, plusieurs programmes publics sont en cours, tandis que plusieurs ONG proposent de financer l'implantation des forages en milieu scolaire. OK. Les données du géoportail, justement, nous permettent de piloter l'action gouvernementale et celle des ONG. Comme exemple, nous avons certains chiffres clés, à savoir 66% du pourcentage estimé d'écoles primaires qui sont 100 points d'eau dédiés, ainsi que 47 000 nombres, qui est le nombre d'élèves estimés dans les écoles situées à plus de 1,5 km de points d'eau publics. Sur ce, nous allons passer à la visualisation des données que le géoportail nous permet de visualiser. Nous avons certains indicateurs clés, à savoir le nombre d'élèves qui n'ont pas d'accès aux points d'eau, le nombre d'écoles qui sont situées justement à plus de 1,5 km de rayon des points d'eau potable, la distance moyenne au point d'eau le plus proche, la population affectée dans un rayon de 1,5 km, ainsi que, à travers ces différents indicateurs, une classification des préfectures prioritaires
qui ont ce besoin justement d'installation des points d'eau. Nous pouvons voir sur la carte à notre gauche l'ensemble des préfectures qui sont subdivisées en plusieurs couleurs, et les couleurs vertes ainsi que la couleur jaune nous permet de voir les préfectures qui ont le plus besoin d'installation justement des points d'eau dans ces écoles. Nous avons aussi au niveau du géoportail la capacité de filtrer ces indicateurs par région. Donc, nous aurons à faire quelques exemples. Vous pouvez prendre la maritime. Sur la carte à notre droite, nous avons le nombre d'écoles qui sont dans la région maritime et qui ont justement besoin de l'installation des points d'eau pour permettre aux élèves d'être dans les conditions assez bonnes, voilà, justement, d'études. Je vous remercie. Merci au secteur de l'éducation. Nous allons continuer rapidement avec la présentation sur les perspectives. Donc, nous vous faisons grâce du cas d'usage numéro 3 et nous allons rapidement parler donc des perspectives. Donc, les modalités d'administration. Donc, à date, un administrateur est désigné par ministère. Il y aura un point unique de contact et de partage de données et de remontée de besoins et de problèmes au niveau du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Le processus sera en 3 étapes. Donc, la création des comptes et l'ouverture de la plateforme, la formation qui a déjà commencé avec les administrateurs depuis lundi, et ensuite le suivi et l'autonomisation des administrations dans la prise en main de l'outil. Alors, bien évidemment, cette plateforme ne peut déployer son plein potentiel que si elle est à jour. Donc, pour ce faire, il y a une stratégie progressive pour l'actualisation des données. Et donc, ça passe par une interconnexion avec les bases de données existantes pour réduire les silos, un renforcement de la digitalisation et l'intégration aux procédures métiers existantes et la mise en place de nouvelles procédures de collecte. Et donc, aujourd'hui, 4 secteurs sont touchés, donc à savoir éducation, santé, énergie, agriculture. Au semestre 2, 4 secteurs supplémentaires seront rajoutés. Alors, des partenariats pour la recherche et l'innovation sont en cours de prospection, donc avec les universités, pour stimuler l'innovation et avoir une visibilité accrue. Donc, je mentionnais précédemment que l'application de l'intelligence artificielle allait vraiment ouvrir de nouvelles avenues. Et donc, voici l'appel à manifestation. C'est vrai qu'on a parlé donc de 4 secteurs supplémentaires, mais comment dire, le Data Lab et le ministère donc sont disposés à accompagner toutes les administrations susceptibles d'avoir un besoin dans les projets en cours de réalisation ou à venir. Nous continuons. Les questions-réponses. Nous allons faire une première série de 4 questions. Bonjour à tous. Je suis Koulaï Manassé, étudiant ivoirien à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Et ma question est beaucoup plus centrée sur l'apport du géoportail dans ma formation en tant que futur urbaniste. Et je veux savoir donc comment est-ce que ce géoportail intégrera et actualisera les données surtout foncières et les données concernant également l'évolution du tissu urbain des différentes agglomérations pour mieux m'outiller dans mes travaux de planification. Bonjour, moi c'est Kwaku Yaovi, administrateur sectoriel pour le compte du ministère de la Justice. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des API qui sont développés, disponibilisés pour permettre une utilisation beaucoup plus automatisée
Par exemple, je prends le cas d'une application qu'on développe et qu'on a besoin d'utiliser des données issues du géoportail. Est-ce qu'il y a des API qu'on peut exploiter dans ces systèmes-là? Merci. Je dirais avant tout que, comme son nom l'indique, le géoportail, le projet donc, qui a vu naître le géoportail, c'est le projet de recensement des infrastructures sociales et économiques. Donc, vous retrouverez dans ce portail ces infrastructures. Maintenant, en ce qui concerne l'urbanisme, il faudra forcément le coupler avec l'imagerie satellitaire pour avoir les données de réseau supplémentaires, pour avoir le tissu urbain, comme vous-même vous l'avez mentionné. Donc, vous devez le coupler avec d'autres sources de données pour avoir quelque chose d'assez exhaustif et compréhensif pour vous permettre, comment dire, d'analyser la dynamique urbaine. Voilà. Et si je ne me trompe, je pense qu'au Data Lab, ceux qui le veulent peuvent aussi venir faire des recherches, des travaux, et ça pourrait toucher un peu ce domaine. Bon, en effet, je pense qu'on peut faire cette ouverture. Donc, le Togo Data Lab est mis en place pour accélérer l'utilisation de la donnée dans l'élaboration des politiques publiques, mais elle a également pour vocation d'accompagner le secteur privé et les chercheurs donc dans l'utilisation de l'imagerie satellitaire et de l'intelligence artificielle. Et donc, tout chercheur ou tout étudiant qui souhaite bénéficier, on va dire, d'une puissance de calcul et de ressources pour évoluer sur son projet peut effectivement venir au Data Lab et se faire accompagner. Voilà, le Data Lab se trouve au quartier des Étoiles. Les Étoiles, vous l'avez vu. Oui, Trivikondi. La deuxième question, une question de développeurs. Est-ce qu'il y aurait des API développées et mises à disposition des développeurs qui souhaiteraient utiliser des données de la base pour leurs travaux, des trucs comme ça? Alors, actuellement, il n'y a pas directement ces API-là, mais les WFS seront développés donc, dans la version 2 du Géodata. Donc, encore une fois, il faudrait que le distinguo soit fait entre Géoportail et Géodata. Géodata est ouvert au public et c'est là où vous pourrez tirer les informations à source ouverte. Et Géoportail est destiné à l'administration et les données sont un peu plus exhaustives et plus précises, bien évidemment. Voilà, j'ai principalement deux questions, si vous me le permettez. Et ma première question, c'est, je veux savoir, quels sont les facteurs externes, c'est-à-dire politiques, sociaux ou économiques, qui ont influencé le projet? Parce que, si j'ai bien entendu, le projet a été mené de 2021 à 2023. Et s'il y en a, comment anticiper ces facteurs à l'avenir? Je peux aller à ma deuxième question? Oui, allez-y. D'accord. OK. Quels sont les besoins financiers ou les ressources identifiées pour les étapes suivantes du projet? Voilà. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Quels sont les besoins financiers ou ressources identifiées pour les étapes suivantes du projet? Oui, allez-y. D'accord, donc par rapport à la prise de décision, c'est-à-dire le géoportail doit permettre plutôt aux administrateurs, aux membres du gouvernement de pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible, si j'ai bien compris votre présentation. Et donc, moi, ma préoccupation, c'est au niveau des données. La plupart du temps, c'est l'INSED qui fait des enquêtes et met à disposition de l'État les données à utiliser. Et dans la présentation, on a parlé de deux approches. Il y a l'approche top-down et bottom-up. J'aimerais savoir comment est-ce que l'approche bottom-up va pouvoir aider à la prise rapide de décision. Dans le contexte où nous sommes, où on peut, les particuliers peuvent également fournir des données à la plateforme, est-ce que c'est possible? Et si cela est possible, dans quelle mesure ces données seront vérifiées
pour pouvoir attester d'abord la véracité des données avant d'être utilisées pour la prise de décision. Au cas contraire, est-ce qu'il faut encore attendre souvent les enquêtes de l'INSEED qui ne sont pas annuelles, peut-être 2 ans, 3 ans, pour pouvoir mettre à jour les données qui vont servir de prise de décision pour les décideurs? Merci. Si vous vous rappelez, c'était, comment dire, les prémices de la feuille de route gouvernementale vers 25. Et donc, des projets avaient été identifiés et il s'agissait de voir dans quelle mesure on pouvait mieux optimiser l'intervention et l'action gouvernementale. Et donc, ce sont ces raisons qui ont présidé à la création justement de ce projet et au recensement de ces infrastructures-là dans les 5 ou 6 régions, dépendamment si on considère le Grand Lomé, dans les 5 ou 6 régions du pays. Et quand vous dites comment on peut les anticiper à l'avance, je ne sais pas quoi répondre. Ce que je peux dire, c'est que c'est un formidable outil qui est à disposition aujourd'hui et il faut commencer par l'utiliser. Si demain je veux construire par exemple un hôpital au Togo, par exemple un centre hospitalier régional, il ne faudrait pas que je me base encore sur les anciennes méthodes pour identifier le lieu où je veux construire cet hôpital-là. Je dois pouvoir, à partir de cette plateforme-là, identifier, comment dire, la carte d'accessibilité niveau 1, niveau 2, y ajouter la carte de pauvreté, coupler ça avec de l'imagerie satellitaire et identifier le choix le plus optimal. C'est ça, la zone d'opportunité. La question qui a suivi, quels sont les besoins financiers identifiés pour la continuité du projet? J'aurais aimé si c'est un bailleur qui avait posé la question. Les besoins sont énormes. On ne va pas parler en monnaie sonnante et trébuchante, mais sachez qu'il faut une équipe dédiée pour la gestion de ce géoportail, pour le faire vivre. Il fera partie d'un écosystème parce qu'il y a la base SIG du pays qui doit être mis en place et le géoportail n'en est qu'un trait. Et donc, imaginez ce qu'il faut en termes de ressources humaines et de ressources financières justement pour la création de l'entité qui sera en charge, pour l'actualisation quotidienne des données, pour l'application de l'intelligence artificielle parce qu'il faut bien évidemment la puissance de calcul. Et je dirais que, comment dire, la facture est salée, mais avec une approche progressive, je pense qu'on pourrait commencer déjà par avoir de l'impact et capitaliser sur l'existant. C'est ça, une approche progressive. Les besoins ne sont pas que financiers, même si au finish ça va revenir aux finances. On a besoin d'hommes, de compétences, de formation, peut-être ce qui interroge même les programmes de formation de nos instituts supérieurs dans le domaine. On a des métiers dont on a besoin pour gérer les données au Togo. La dernière question de cette série se demandait comment le bottom-up peut réellement aider à la prise de décision et comment nous faisons ou vous faites pour procéder à la vérification des données fournies par les citoyens dans ce cas. Alors, il s'agit de tout un processus. C'est ce qu'on appelle le pipeline d'acquisition. Le pipeline d'acquisition a plusieurs niveaux de validation. Avant que la donnée ne puisse atterrir dans la base de données institutionnelle, il y a plusieurs niveaux de validation. Donc, pour rappel, le bottom-up, si je dois caricaturer, c'est le citoyen qui remonte de manière opportune l'information. Et le top-down, c'est l'administration elle-même qui décide d'aller refaire une collecte ou par un processus métier d'actualiser elle-même la base de données. Donc, en termes de bottom-up,
Il peut y avoir, par exemple, des applications qui peuvent être créées, qui permettent, par exemple, aux citoyens de signaler, par exemple, des lampadaires défectueux, ou de signaler des feux rouges qui ne fonctionnent pas, ou de signaler, par exemple, des défauts sur la route, ou s'associer avec d'autres plateformes qui existent déjà et qui pourraient également alimenter, cette base de données. Mais je vous rassure qu'il y a un pipeline qui est mis en place avec des niveaux de validation avant que la donnée ne puisse être commit dans la base de données. Voilà. Merci. La dernière série de questions. OK, merci beaucoup. Et je pense que c'est une bonne initiative. Ça répond vraiment aux besoins des citoyens et du pays. Et cependant, j'ai une question de curiosité. Est-ce de savoir où sont hébergées toutes ces données et quelles sont les mesures de sécurité y afférentes? Ça, c'est une question de curiosité. Par rapport à la mise à jour des données, je ne sais pas comment ce serait fait parce qu'il y a des structures, les institutions qui sont des producteurs de données à caractère public. Comment est-ce que ces données pourront être mises à jour automatiquement pour assurer l'actualisation des données, puisque ce qui a été présenté a été fait après une enquête, après un travail sur le terrain. Mais à chaque fois, est-ce qu'on aura besoin d'enquête ou bien on va arriver à un moment donné où les données que nous produisons par nos institutions, par nos structures publiques, privées, surtout les universités dans le cadre de la recherche, puissent être exploitées à bon escient pour nous qui avons besoin de données. Et faire une suggestion, c'est de voir dans quelle mesure pouvoir accompagner les structures à pouvoir être digitalisées de manière à ce que toutes les données produites par des structures qui sont d'intérêt public puissent en temps réel être synchronisées avec la plateforme. Je vous remercie. Alors, merci, Renaud de Savy, Togo First. J'aurais 3 questions. La première, c'est... Combien? 3 questions. La première, c'est comment se coordonne la diffusion des informations et des données entre différents services quand certains ont déjà pour fonction de faire ça. Je pense notamment à l'INSET qui a l'habitude de fournir des données. Comment la collaboration se fait entre les services spécialisés et le portail, par exemple. La seconde, je vais étendre sur une question précédente, à savoir ça a coûté combien globalement l'initiative. On a parlé des besoins futurs, mais j'aimerais connaître un peu les ressources dépensées jusqu'à présent. Et enfin, c'est sur les modalités d'inscription pour les externes sur la plateforme Géoportail. J'ai essayé de m'inscrire tout à l'heure et il y avait donc une liste de questions, notamment le profil et tout ça. Et à la fin aussi, une question qui m'a un peu intrigué, c'est est-ce que vous êtes recommandé par quelqu'un? Et il y avait oui ou non avant de s'inscrire. Donc, j'aimerais mieux comprendre l'esprit de ça. Et pour un externe, comment il fera pour avoir accès à ça? C'est un jury qui décide ou quelles sont les modalités. Merci beaucoup. Où sont hébergées les données et comment leur sécurité est garantie ou assurée? Donc, merci pour la question parce que je pense que toutes les questions liées à la sécurisation de la donnée sont légitimes, d'autant plus qu'on est à une ère où les technologies de l'information de jour en jour deviennent de plus en plus performantes. Donc, la question de la sécurité est bien évidemment très pertinente. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nos données que nous mettons à disposition à travers ces différentes plateformes sont des données qu'on héberge nous-mêmes et c'est suivant des systèmes d'information qui ont été bâtis et également audités par l'ANSSI pour en fait garantir une certaine résilience de tous les systèmes d'information qu'on met à contribution pour pouvoir diffuser toutes ces informations-là. Donc, c'est un système qui est pensé avec toutes les mesures de sécurité pour être sûr que les informations qu'on collecte aujourd'hui répondent bien aux besoins qui ont été identifiés pour leur collecte, pour être sûr que les données soient bien évidemment utilisées à bon escient. Donc, il y a tout un processus qui est mis en place de la collecte jusqu'à la sauvegarde de ces informations pour venir à la diffusion qui permet en fait d'assurer une certaine sécurité de toutes les données qui sont stockées dans nos bases.
Donc, c'est un processus qui est très, très bien établi. Et donc, les questions de sécurité sont, comme je peux le dire, des questions qui sont aussi au cœur de ce que nous faisons et qu'on prend en compte lorsqu'on est sur des problématiques de structuration, de mise en place des systèmes d'information et de diffusion de la donnée. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question. Les données à caractère public, comment les vérifier et les exploiter efficacement? Bon, je pense qu'on avait déjà répondu à ça avec le pipeline d'actualisation. Mais je voudrais faire une clarification. L'INSEAD collecte des données assez ciblées, à valeur statistique. Ici, on parle d'un recensement d'infrastructures systématiques. C'est-à-dire, l'INSEAD, par exemple, ne collecte pas le nombre de poteaux électriques qu'il y a sur le territoire. Il ne collecte pas, par exemple, les lignes électriques de manière géoréférencée. Donc, il y a quand même une différence entre ce que collecte l'INSEAD et ce que nous collectons. Néanmoins, il y a une très bonne coopération avec, l'INSEAD, en ce sens que nous avons besoin des données socio-économiques pour parfois, faire de l'optimisation. Et pour faire parler le jeu de données géoréférencées dont nous disposons, si je peux l'exprimer ainsi. Pour la question de... Vous avez essayé de vous connecter. Le géoportail, comme nous l'avons dit, est destiné à l'administration publique. Donc, vous ne pouvez pas y avoir accès si vous n'avez pas été recommandé par une administration de manière spécifique. Donc, il y aura des administrateurs par administration qui vont donner des accès sécurisés uniquement au personnel autorisé. Le coût global? Oui. Il a demandé aussi le coût global de tout. C'est des millions. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, ça a coûté une somme assez conséquente. Vous-même, rendez-vous compte, c'est pas tous les pays qui font un exercice aussi systématique, hein. Et c'est pour ça qu'on veut ouvrir justement la donnée aux chercheurs, au secteur privé, pour qu'ils puissent, innover. Et donc, on a reçu récemment le mail du président de la communauté TIDEV, qui a développé une application dans le secteur touristique, justement, à partir des données qui se trouvent sur Geodata. Donc, c'est des exemples aujourd'hui, d'utilisation de ces données-là. Et bientôt sera annoncé un hackathon au niveau universitaire, justement, où nous allons mettre dans une salle un certain nombre de chercheurs et d'étudiants, et ces derniers vont pouvoir, au bout de 3 jours, nous sortir le maximum et le plus de ces données. Merci. Voilà, et la dernière, la personne suggère l'accompagnement des structures dans leur digitalisation pour pouvoir disposer après des données qui seraient issues de leurs travaux. Oui, je pense que ça fait partie de la stratégie. On l'avait dit, pour l'actualisation, il faut bien évidemment avoir des registres compatibles. Donc, le travail va déjà commencer par accompagner les administrations à structurer leur registre ou leur base de données afin qu'on puisse l'interconnecter au géoportail. Donc, quelqu'un avait mentionné l'actualisation automatique de ces données-là. Pour arriver à cette étape-là, il faut déjà que toutes les bases de données soient structurées, pas sur des feuilles de papier, pas des fichiers Excel. Il faut vraiment qu'on arrive à structurer la donnée, qu'on la sécurise et qu'on la mette dans des bases de données adéquates. Ensuite, lorsqu'on mettra au-dessus l'intelligence artificielle, on pourra déjà automatiser un certain nombre de pipelines d'actualisation. Voilà, l'intelligence artificielle est aussi un des sujets sur lesquels travaille notre ministère. Ah oui, ok. Donc, pas dans l'esprit de répondre à une question, mais alors, si vous devez retenir quelque chose, une information, de manière assez synthétique sur tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui,
c'est ceci. Le géoportail, que ce soit la plateforme destinée aux institutions gouvernementales ou la plateforme destinée à la population, le géoportail veut répondre à la question du où. Vous savez, lorsqu'on veut mettre en place un projet, cette question revient. Pourquoi ici et pas là-bas? Pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre? Et c'est cette question qu'on veut répondre en ayant des informations qui sont en fait géospatialisées. En ayant ces données mises à disposition, vous avez aujourd'hui la capacité de croiser plusieurs types de données pour pouvoir en fait choisir les meilleurs emplacements, pour pouvoir orienter les différentes politiques afin qu'elles aient le plus d'impact possible. Donc, le géoportail, c'est vraiment cette valeur ajoutée qu'on a, c'est cette information-là qu'elle apporte de pouvoir répondre à la question fondamentale du où implanter, où mener cette action, où mettre en place ces infrastructures. Donc, pour conclure et résumer de manière assez synthétique, voilà ce qu'on pourra vous dire sur le géoportail, de sa raison d'être et de ses principales fonctionnalités. Voilà. Vous pouvez toujours approcher le commandant Agbagla ou le data scientist senior pour pouvoir poser d'autres questions. Mais je pense que nous allons essayer de trouver des voies. Le sujet semble vous intéresser, des voies pour communiquer là-dessus avec vous, échanger avec vous par d'autres canaux. Et soyez toujours des nôtres quand il y aura d'autres événements. Si vous avez des suggestions à faire au ministère, nous sommes ouverts, c'est un service public, n'hésitez pas. Le Data Lab existe au quartier des Étoiles, à l'agence Togo Digital. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les visiter. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Nous vous remercions pour votre présence et à la prochaine.